Bah, écoutez, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui, avec Benoît. Le sujet est Bonjour. très intéressant. Il est multiplateforme, mais particulièrement intéressant sur la plateforme IBMI, vu que Bob est maintenant disponible publiquement depuis un mois, depuis un mois ou quelques semaines. Tout le monde, j'imagine, la majeure partie des personnes qui sont présents avec nous ont déjà pu goûter ou jouer avec Bob ou d'autres LLM. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des défis, des avantages, des inconvénients ou des choses à comprendre pour pouvoir optimiser cette nouvelle manière de programmer. Je vous présente Benoît, je pense que tout le monde le connaît, c'est un des piliers d'IBM France, dynamique, avec une connaissance verticale incroyable. Et donc voilà. Là, tu me places. Ben, bonjour à tous et bonjour Pascal. Merci de m'inviter Avec aujourd'hui. plaisir. Mais si tu veux, Benoît, tu peux partager ton écran pour tes slides. Ouais. J'ai des choses à partager avec tout le monde. Donc, si ça vous va, ce sera une petite introduction. Après, je sais que bon, la plupart des gens ont peut-être déjà suivi un petit peu Bob, etc. Vous pouvez voir mon écran? Ouais, on peut le voir, ouais. Impeccable. Voilà, donc je vais juste faire, voilà, ce sera juste, on va dire, pour relancer un petit peu la discussion, puis après, c'est Pascal qui sera le chef d'orchestre. C'est Pascal le chef d'orchestre de toute façon. Donc moi, je travaille sur Bob, sur les codes assistants depuis 2-3 ans maintenant, depuis 3 ans même. Principalement sur tout ce qui est code assistant, donc c'était les anciennes générations, qui n'étaient pas agentiques nécessairement. Donc, voilà, c'était de l'explication de code, de la conversion, tant bien que mal, de l'optimisation un petit peu du code, mais c'était assez voilà. Donc, tout ce qui était code assistant, et essentiellement sur du COBOL, parce que c'était sur le mainframe. Et vous savez qu'on a annoncé Bob, donc qui est disponible, ça fait 6 mois, disponible Bob depuis le 23 mars. Et bientôt, donc Bob qui sait faire, qui sait appréhender, on va dire, tout type de langage, quasiment tous, y compris tous les, on va dire, les langages de l'IBMI. Et on a le Premium Package, vous savez, qui a été annoncé, qui n'est pas encore disponible. Et ce Premium Package va donner à Bob des super pouvoirs, puisqu'il aura des outils à disposition pour faire beaucoup plus de choses que ce qu'il est prévu, on va dire, out of the box, si j'ose dire. Donc, de base, on aura des outils qui vont permettre à Bob, finalement, d'aller non seulement d'aller donner des conseils, de faire du refactoring, etc., mais là, carrément, d'aller chercher les données dans Q6, dans la base de données, d'aller écrire aussi également si on lui donne les autorisations qui vont bien. Et donc, ça permet d'avoir une solution agentique qui puisse encore améliorer la productivité, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'interactions jusqu'au test. On va parler je crois qu'on va parler aussi de la partie test aujourd'hui, Bien sûr. et la fiabilité de ce que ça produit. Voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir un outillage supplémentaire pour valider ce qui a été produit. Ce n'est pas forcément suffisant, mais c'était nécessaire. Donc voilà, c'est ce qui arrive très prochainement. Juste pour faire le teaser de Bob, c'est pas forcément que pour le développeur également. On parle aussi de dev et d'ops. On peut faire du troubleshooting avec Bob, avec des solutions d'IA en général. Mais là, voilà, on va récupérer dans une job log, on va avoir des messages. On va demander à Bob. Donc Bob est capable d'aller, avec le premium package, aller les chercher automatiquement. Enfin, aller les chercher en tout cas sur l'IBMI. Mais si on n'a pas ce premium package, on peut lui copier-coller ou lui importer des choses pour qu'il puisse aller faire de la détermination de root cause, par exemple, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément que du dev, il y a aussi un peu d'ops. Générer, on va dire, déployer, compiler. Donc, ça, c'est vraiment voilà, développeur et DevOps. Ensuite, il y a tous les architectes et on va dire les décideurs. Là, on est à l'échelle de l'analyste métier quasiment. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle technologie embarquer, pas seulement sur l'IBMI, mais on sait que l'IBMI fonctionne avec des applications qui sont, voilà, c'est du cross, on va en parler, du cross-platform, mais
une application, c'est pas forcément que centré sur une plateforme, et donc avoir une vue de la transformation à l'échelle du contexte de l'entreprise. Voilà, une architecture d'entreprise. Donc on est capable d'avoir ce genre de discussion avec Bob, qui est sur votre épaule et qui va vous aider à prendre des décisions éclairées. Et bien sûr, mais c'est toujours à l'utilisateur de jauger. Hein, voilà, tout ça. Donc Bob, si on résume, hein, à l'heure actuelle, et vous avez vu certainement des webinaires du Commode France, il y aura des webinaires sur ce sujet de Bob pur et dur à divers événements, y compris celui du Common Europe en juin. Bob, déjà, de base, comprend l'IBMI, parce qu'on a entraîné Code Assistant for AI, donc on a un entière partie dans Bob. Le Premium Package va améliorer encore la fiabilité, on va parler de la fiabilité de ce que produit Bob, bien sûr, avec une fonctionnalité de connexion à l'IBMI, et donc ça me permet derrière de tester ce qui a été généré, de compiler, de revenir, etc. Donc on peut imaginer voilà, tout type d'automatisation. Et je terminerai sur ce slide, cher Pascal. Oui. J'ai mis à disposition dans un repository Git, humblement, un repo avec 5 exercices, 5-6 exercices qui montrent à peu près les fonctionnalités majeures de Bob. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre des issues ou des pull requests si on peut améliorer ce contenu. Mais ça concerne la modélisation des écrans, donc UI, passer à du web, par exemple, oui, avec derrière des REST API, modélisation du code, conseils sur le refactoring, documentation, rétrodoc. bien sûr, bien Voilà, sûr. donc tous les cas d'usage, on va dire, que j'ai nommés. Donc, un exercice, un TP, un tutoriel par type de besoin disponible. Hein, donc, vous pouvez aller voir. Bien sûr, il y aura bientôt la mise à jour avec le Premium Package. Donc, restez stay tuned, mais ce n'est pas encore disponible. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le teaser de ce qu'est Bob à l'heure actuelle, d'une capacité, là, vous allez avoir dans ces TP de Bob de base, et le Premium Package qui va améliorer les choses. Mais est-ce suffisant? Est-ce qu'il ne nous faut pas d'autres choses? Et c'est là un peu, je pense, l'objectif de notre discussion aujourd'hui, Pascal. Et donc, je vais tester la main et qu'on va pouvoir discuter de ça. Merci déjà de m'avoir laissé un peu de temps pour faire ma petite introduction. Bah, avec grand plaisir. Écoute, on est tous curieux de savoir les nouveautés sur Bob et il y a un petit peu différents exemples pratiques. Ouais. Et c'est impeccable. Et ça va me permettre de justement prendre la main pour continuer sur... Alors, attends, je rétrécis de ce côté-là. Voilà. OK. Pour parler d'un sujet aujourd'hui sur comment optimiser cette technologie avec Bob ou d'autres LLM, mais particulièrement Bob. Et donc, tu as parlé de Bob à l'instant. J'ai ici pu recueillir pour les inscriptions certaines informations de chacun des participants pour avoir un petit peu une idée sur leur intérêt ou leurs soucis. Évidemment, tout le monde est intéressé sur la modernisation, la génération de code par Bob, particulièrement. OK, bon, ça, il n'y a pas de surprise, quoi. Donc, il y a le testing aussi qui est assez important. Ouais. Je dirais qu'il est primordial, mais on va y arriver. Genre, quand je me lève le matin, si je parle à un programmeur, je peux penser ou songer à lui dire ne fais rien si tu ne peux pas le tester. Et on démarre comme ça. Test driven, en effet. Oui, voilà. Ben, oui. Ensuite, un autre slide intéressant sur les informations qu'on a demandées à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Et donc, ici, on a 70% les hallucinations dont Bob, malgré lui, ou ses compères peuvent avoir. Il y a aussi la sécurité qui est importante, évidemment. Comment des données, évidemment. Bon, c'est intéressant pour tout le monde, mais je pense que les biais et hallucinations, c'est le danger majeur. Et une des préoccupations, enfin moi je suis en discussion avec des clients et des partenaires sur Bob, avec IBMI.
Et pas seulement IBMI d'ailleurs, hein, c'est cross-platform, hein, on va dire. bien sûr. Les hallucinations, c'est une des questions qui revient tout le temps. Comment on va jauger la pertinence, Et oui, voilà, et pas laisser, on va dire, l'IA piloter et nous derrière. Comment on est capable de jauger. Et voilà, on l'a dit, hein, tester déjà, tester voilà. Enfin, il y a plein de choses, on va dire, pour des garde-fous qui exactement. vont Ouais. permettre de s'assurer de la qualité, hein, de ce que nous renvoie finalement cet outil. Ouais, Ben complètement. oui, parce qu'en fait, ici, comme on a écrit en bas, il y a rapidité versus stabilité. Qualité, ah oui. Donc, on comprend tous que ça va être super rapide avec Bob, mais est-ce que ça va être stable, etc., etc., quoi. Et c'est ce qu'on Ouais, va donc ce qu'on va approfondir aujourd'hui, quoi. ouais. Un autre slide, comment évaluer? Ben justement, sur le niveau de confiance ou le niveau de maturité de la gouvernance du contrôle de l'IA. Et Mhm. dans gouvernance, on inclut donc ce que tu appelles avec des garde-fous ou d'autres méthodes Ouais. sur l'utilisation de l'IA. Et de 1 à 5, ben évidemment, la majorité se trouve au niveau 1. Là, à l'air de rien, il y a pas mal de niveau 3, ce qui est pas mal, ce qui est, comment dire, prometteur. Ouais. Ouais. Mais on sait que, bon, ben, on comprend que la gouvernance du contrôle est primordiale, quoi. D'accord. D'accord? Ouais. Ensuite, qui sont les plus intéressés? Évidemment, les développeurs programmeurs. Même s'ils vont un petit peu changer leur boulot, on va savoir comment, ou particulièrement dans quelle direction. Mhm. Ça intéresse évidemment la direction informatique et les analystes métiers. Ça, c'est intéressant parce que l'air de rien, avec Bob, tu peux lui expliquer en français, en anglais évidemment, mais aussi en français, ce que tu veux, Ouais. avec un langage humain, et enfin, et il code pour toi, quoi. Ouais. 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 Ensuite, bon, Exactement. faut vérifier ce qu'il fait, mais il génère du code avec, comment dire, des instructions enfin, des instructions simplement humaines. Donc, l'analyste métier peut simplement être directement intéressé, quoi. Ouais. Les analystes métiers, beaucoup les demandes, c'est aussi sur la rétrodocumentation, ce qu'il en, hein, Oui, tout à il y a la dette technique, etc. On a une perte de connaissance des applications, hein, donc ils y voient un oui. intérêt direct. Ouais. Et ça, c'est le premier pas, hein, surtout sur la plateforme Airbnb, qui a donc une longue histoire. Ouais. Voilà. Savoir ce que fait l'application qui existe depuis 30 ans, évidemment, c'est le premier pas, quoi. Exactement. Et là, j'ai mis ensemble cette phrase que j'ai trouvée sur LinkedIn d'une personne. Je l'ai un petit peu réarrangée, mais l'essence de la phrase est excellente. Parce que ça résume comment on peut tirer profit de l'IA. Parce que Ouais. c'est proportionnel à ton expertise. Genre, quelqu'un qui comprend rien à l'informatique, il va pas pouvoir coder avec IA. Quelqu'un qui est un programmeur junior, il va pouvoir faire quelque chose, mais quelqu'un qui est un programmeur senior va réellement pouvoir optimiser IA, parce qu'ensuite, il va pouvoir vérifier ou faire du design ou de l'architecture avec IA et Ouais. comprendre tout de Ouais. suite ce qui va et ce qui ne va pas. L'IA, ça permet de démultiplier, on va dire, une compétence. Et donc, si tu multiplies par zéro, ça fait toujours zéro. Ben, oui, Forcément, et forcément, plus on a des gens aguerris, plus on va dire, le gain potentiel d'un assistant IA est grand. oui, Euh, alors oui, est-ce que c'est linéaire? Est-ce que ça va permettre aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances voilà, de monter en compétences aussi, hein. Donc il y a aussi ça, hein. Voilà, ça va aussi aider à monter en compétences. Et puis derrière, ben, plus on va monter en compétences, plus ça sera vertueux et plus l'IA va fournir sa valeur. Voilà, je pense que c'est ça, hein, cette phrase, et je pense que c'est vrai, en effet. ouais, ouais. Non, Euh, non, elle cible bien. ouais, Et ici, regarde, il y a un changement de paradigme qu'on a légèrement énoncé au début, mais ouais, effectivement, le travail du programmeur, ouais, il est en train de shifter sur du prompting et de la validation. Le prompting, c'est expliquer à Bob ce que tu veux, et tu peux le faire avec 3 mots ou avec des dessins, ou avec plein de choses, avec du contexte, du prompting, et ouais, ensuite trouver un moyen de valider, quoi. ouais, Ce qu'il a pu ouais. produire. Bon, après, il reste quand même des tâches où on va rentrer dans le code. J'ose Oui, espérer que pour changer voilà, une virgule dans le code, on va pas demander à l'IA de le faire, euh, parce que c'est consommateur, hein. Donc, on peut imaginer qu'il y a un travail de prompting et de validation, mais que voilà, il y a un travail aussi d'ajustement, de fine-tuning, on va dire, manuel, potentiel. On ne sait pas, hein. Peut-être que ça ne oui, sera pas la tendance. C'est très nouveau, hein, donc. Mais j'ose ouais, imaginer qu'il y aura toujours un petit peu du travail d'optimisation, alors qui peut être aidé par l'IA,
ou d'ajustement, on va dire, du code, ou des choses comme ça. Ouais. Oui, et ce qu'on peut chercher de faire, c'est d'automatiser tout ce qui est automatisable, évidemment, Ouais, quoi. C'est exactement. aussi le but premier de l'informatique, hein, l'air de rien. Exactement. Ouais. Ensuite, une autre phrase intéressante, évidemment, l'IA est formidable, est un formidable accélérateur pour la modernisation et la génération de code. Bah oui, ce qu'on a déjà pu dire jusqu'à présent, c'est un accélérateur, quoi, et puissant. Mais cette puissance est-elle dangereuse? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît? Non, non, moi je trouve la puissance de l'IA est dangereuse. Moi, pour moi, c'est l'usage, justement, oui, incontrôlé, on va dire, hein, qui est dangereuse parce que, voilà, quand on ne contrôle pas, on va se créer une autre dette technique. Oui, On va se créer d'autres enfin, des dépendances externes, voilà, qui sont pas mieux que la dette technique qu'on connaissait, nous, avec du oui, code qui n'est pas commenté, etc. Donc c'est. Voilà, il faut l'utiliser. Maintenant, il faut mettre en place des méthodologies. Euh, la puissance de l'IA, elle est potentiellement dangereuse, on s'en rend compte. Ça peut être une bombe à retardement. Euh, mais pour moi, voilà, maintenant, il faut mettre en place des garde-fous, encore une fois, dès maintenant, ouais, des pour pouvoir procédures. valider. Ouais, mais ça peut être dangereux, en effet. Ouais, c'est puissant, en tout cas. Oui, voilà. Et donc, la puissance, en conséquence, la puissance de l'IA n'est rien sans contrôle. Exactement. Ouais. Et on va voir ce que ça veut dire le contrôler, quoi. Mhm. Mais d'une manière, si non, presque philosophique, si Mhm. j'ose dire, Mhm. puisque on va voir dans les slides suivants un petit peu l'essence, comment dire, pourquoi IA est IA, pourquoi Ouais. elle peut créer du code, générer du code, et pourquoi l'informatique classique peut être, comment dire, plus certaine ou plus stable. Mhm. Et c'est simplement parce qu'une est déterministique et l'autre est probabilistique. Et on va Ouais. un petit peu voir un petit peu ce qui est les différences fondamentales. Mais toujours en est-il que la conclusion sur cette slide, c'est qu'il y a un problème de confiance et de validation et aussi de réglementation légale, hein, surtout en Europe. On a le DORA, il y a aussi le EU AI Act, Mhm. qui en gros dit que même si c'est l'intelligence artificielle qui génère le code que tu utilises, le responsable, c'est toi, quoi. En gros. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc si on donne à l'intelligence artificielle la tâche de faire des programmes, attention à ce que ça ne devienne pas une black box qui ne soit pas contrôlée, quoi. Alors, Si, ouais. pour parler davantage sur les problèmes de confiance envers l'IA. Donc, on a vu hallucination, biais, issu de l'IA, mais ça peut être aussi issu de l'humain qui a fait le modèle derrière. Genre, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. En anglais, il y a une phrase un peu plus costaud pour dire la même chose, mais tu es limité à tes connaissances, quoi. Donc, tu peux avoir un biais intrinsèque dans le modèle que tu as créé. Aussi parce que l'IA est probabilistique. Euh, on sait tous désormais que si je pose deux, trois fois la même question à l'IA, il va me répondre différemment. Et c'est un peu gênant. Si c'est pour un texte en PowerPoint, ça va, qui me remplace un mot par un autre. Mais si c'est de l'informatique, ça va moins, parce qu'une virgule peut faire la différence. Et un 0,9 au lieu d'un 0,99 peut aussi faire la différence. Ouais, bien sûr. Ouais, Et ouais. il y a aussi le problème de la porte peinte. Alors, c'est une belle expression, The Paint Door, qui est, imagine un mur où tu as une porte Ouais. peinte, Mhm. mais la porte ne s'ouvre pas, quoi. Et il y a des fois, ils pensent que c'est vraiment une porte. Ah, Et ouais. donc, c'est un problème, quoi. Ah, en effet. Oui, faut vraiment faire attention à ça. On le voit, hein, nous, j'en ai parlé tout à l'heure des hallucinations. Euh, voilà, on va voir qu'il y a plein de façons de juger, de jauger la qualité. Il faut le faire parce que on peut pas croire simplement à Tout à un fait. programme qui va nous, voilà, tout simplement. C'est Oui, du bon sens, mais, oui. euh, mais c'est vrai que souvent c'est addictif, hein. On va avoir quelque chose qui nous répond. C'est à peu près, ça a l'air bien, mais est-ce que c'est exactement ce qu'on voulait? Voilà, donc Ben il oui, faut faire voilà. attention. Ouais. Et encore une fois, si c'est une matière humaniste, que j'utilise un mot au lieu d'un autre qui est équivalent, ça Oui, va. si c'est artistique, ça va, mais si c'est voilà, si c'est une logique métier, voilà, et s'il y a une règle métier à implémenter, ben, Ça va moins, quoi. Voilà. ouais, il faut que ce soit précis, voilà, tout simplement. Et en fait, regarde, la puissance de l'IA, ça permet, comme c'est écrit ici au milieu,
d'automatiser la génération de code, modernisation, etc. Et donc, l'assurance qualité ou la validation doit aussi être automatisée parce qu'à la main, tu n'arriveras pas à suivre IA. L'avantage que tu peux avoir d'IA serait anéanti si tu dois passer 1000 fois plus de temps à vérifier à la main ce qu'il fait, quoi. Autant que tu le fasses directement, quoi. Et donc, il y a quelques règles. Tu dois tester ce que fait IA ou le valider d'une manière ou d'une autre, le gouverner. Dans différents travaux, on a déjà pu voir qu'il y a des lois spécifiques pour définir qu'une activité soit un test. Et il y a 3 lois. Un test doit être autonome, reproductible et observable. Autonome, si dans mon test, je suis en train de faire l'update d'un fichier, il faut que je sois le seul à toucher ce fichier, qu'il n'y ait pas un autre job qui interfère avec le fichier. Reproductible, je dois reproduire mon test avec les mêmes données initiales et vérifier s'il y a les mêmes données à la fin. Et observable, je dois pouvoir voir les données ou les statuts différents dans les séquences du test. Et tout ça, ça doit fonctionner de manière déterministe. Alors, ce terme déterministe, ça revient maintenant en surface depuis qu'on parle de IA, parce que IA est justement probabilistique. Et c'est l'avantage et le problème de IA. Et nous, l'informatique classique qu'on connaît, c'est déterministe. 1 plus 1, ça fait 2, point barre, quoi. Et voilà. Et ici, j'énonce juste encore les autres points. Il y a des tests de bout en bout qu'il faudra faire dans des conditions réelles. C'est qu'avec ça que tu peux avoir confiance avec les résultats de l'IA. Genre, les unit tests, ça sera pas suffisant, quoi. Et il faut aussi automatiser au maximum tout ce qui est automatisable. Sinon, tu n'arrives pas à suivre, quoi. Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que des outils de type code assistant, comme Bob, par exemple, ils savent générer du test unitaire sur une fonction bien précise. Ça reste du test très technique. Maintenant, il faut certainement aller un peu plus loin parce qu'on sait très bien que ça ne suffit pas forcément. Il y a les tests d'intégration, tous les autres types de tests. Et c'est là où l'aspect probabiliste, on va dire, et commence à il y a une tuyauterie un peu complexe. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible, mais disons qu'il faut un cadre, des outils qui vont permettre à un outil, d'un assistant, alors je parle de Bob, ça pourrait être quelque chose d'autre, bien sûr. De derrière avoir un cadre solide pour générer des cas de test et avoir ce tampon, cette validation dont tu parlais, de manière très cartésienne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà. C'est l'approche hybride finalement où on va utiliser l'IA pour générer du code qui va être bon peut-être à 90% et qu'on va pouvoir améliorer bien sûr, mais il faut avoir ce point de contrôle dans le process. Oui, tout à fait. Point de contrôle qui est cette validation. En effet. Tu parlais de test unitaire. Et réellement, regarde, le test unitaire, on sait que le test unitaire, par définition, c'est attaché au code. Je fais un test unitaire pour vérifier qu'une procédure avec tel input me répond de tel output, ou j'appelle telle ou telle fonction qui, avec tel input, me génère. Mais c'est attaché au code. Et si moi, je demande à Bob de changer le code, ça commence à être difficile d'avoir des tests unitaires like to like qui courent de pair. Et l'ironie demande que je demanderai aussi à Bob de faire des tests unitaires équivalents où il change la structure, mais là je retombe sur le problème puis-je faire confiance à Bob ou est-ce que je peux demander à Bob de s'auto-référencer et là ça devient délicat, quoi. Donc si dans ta modernisation tu changes la structure, le test unitaire il explose, quoi. Et donc voilà, donc il y a sur la validation, c'est pas aussi simple que ça, hein. On veut l'automatiser évidemment, mais il y a des méthodes. Bien sûr. Et il y a aussi un problème d'organisation et de gouvernance sur la séparation des tâches. C'est comme une partie de football, tu vas pas demander à un des joueurs de faire l'arbitre. Il va être parti pris, quoi. Et c'est pareil pour le test. Donc tu vas pas demander au même LLM ou même à un autre LLM, je sais pas, d'auto-référencer un test. Il y a un dicton que j'ai appris au nord de l'Europe qui disait vous ne demanderez jamais à un boucher de tester la qualité de sa viande. Parce qu'évidemment, il va toujours dire que sa viande est excellente, quoi. Oui, forcément. Et donc là, il faut faire attention. Il faudrait externaliser le test
ou le faire d'une manière autonome. Voilà, l'autonomie du test est importante pour qu'elle ne soit pas de parti pris. Et si on parle comment dire, de technologies qui peuvent générer des tests, il faut faire attention à comment les utiliser et que ces technologies ne soient pas, comment dire, utilisées pour la génération du code lui-même, parce que là, il y a un problème justement de séparation des tâches. Il y a aussi un autre problème sur des cas nouveaux silencieux dans la nouvelle application. Par exemple, là, je vais être technique, mais tu vas me dire si tu as déjà vu la chose. J'ai un vieux programme RPG monolithique, Record Level Access, et je veux tout transformer avec modulaire, multi-tiers, SQL Access. Ouais. Mon vieux RPG, quand je fais un update, je fais d'abord un read. Le read, il va locker l'enregistrement. Ouais. Et l'update, il va pouvoir l'updater, et entre les deux, personne ne va pouvoir toucher cet enregistrement, et j'y pense jamais. Si maintenant je change tout en SQL, ouais. Je fais quoi? Du optimistique, du pessimistique, j'ai besoin d'une colonne en plus qui me retienne le timestamp du dernier qui a touché l'enregistrement, etc., etc., quoi. Et là, ça devient, on commence à vaciller, quoi. Ça peut être acrobatique. Ah oui, le diable est dans les détails, là. Hein. C'est pour ça, quel niveau d'isolation tu mets dans ta connexion. Voilà. En effet, non, c'est complètement. C'est là où, comme tu dis, tu peux avoir une régression, typiquement, sans t'en apercevoir dans le test unitaire. Et quand tu passes à l'échelle, hein, quand tu passes dans un test d'intégration, un peu de stress test, si tu ne fais pas ce stress test-là, tu auras ce problème-là en production, hélas. Exactement. Et tu ne l'auras pas détecté avant, en effet. Ouais. Voilà. Et les tests d'accès concurrentiel, faut les mettre en place, et c'est pas évident, quoi. Exactement. Non, c'est vrai. C'est trop peu fait, d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Oui, et tu as des surprises, justement, au mauvais moment, quoi. Exact. Il y a un autre point important sur les réglementations légales. Et nous, donc, en Europe, nous avons la chance d'avoir au moins 2 entités qui s'en occupent. Il y a le DORA et le AI Act. Alors, sur le DORA, principalement, ça va ça monte en puissance selon les activités. Si tu es une banque, un assureur ou tu t'occupes de choses stratégiques, il y a plus de restrictions. Et il faut assurer la continuité du business. Ça, c'est le point le plus fort du DORA. Mais pour ce faire, il faut que tu démontres que tu puisses assurer la continuité du business. Et pour le démontrer, il faut que tu puisses simuler des reprises de l'activité de tes applications après qu'il y ait un crash, par exemple, ou après qu'il y ait une anomalie, ou comment tu vas faire pour détecter des blocages potentiels, donc des bugs, donc il faut tester, donc il faut valider. Mais le point est de pouvoir démontrer tout ça. Donc, si tu utilises l'intelligence artificielle pour générer du code, il faut aussi que tu prennes en compte le fait que tu puisses vérifier ce qui se passe, le reporter. Voilà, ça c'est le plus important avec le DORA. Et il y a des peines, hein, ça peut coûter, quoi, hein, donc jusqu'à 5 millions, quoi. Donc voilà. Et avec le AI Act, ça devient encore plus serré. Ça devient plus. Les contraintes sont plus hautes, les peines aussi. Et ici, il faut même pouvoir garantir la sécurité et l'éthique. Alors l'éthique, c'est un peu vague, mais ça veut dire qu'il faut que tu puisses ouvrir la boîte et montrer comment ça fonctionne, quoi. Pour faire ça, ça veut dire que tu dois, presque auditer la modalité de fonctionnement de l'application. Et pour ce faire, il faut être transparent, il faut documenter et il faut gouverner, en fait. Et démontrer qu'il le fasse, quoi. Et ça aussi, c'est quelque part de la simulation qui documente ce qui se passe. Donc, c'est très proche du testing aussi, quoi. Exactement. Donc ça l'IA peut aider aussi, hein, là-dessus, parce qu'on fait de la rétrodoc plate, on va dire, mais l'IA aussi est capable, un tant soit peu, basé sur un scénario est capable d'adapter, d'avoir une documentation un peu plus dynamique que ce qu'on avait auparavant. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un apport de l'IA là-dessus, hein, c'est sur un scénario bien précis qu'on aura prévu de documenter.
avoir l'ensemble de la chaîne mise en œuvre, voilà, mise en cause, la logique, voilà, et tous les composants qui sont traversés, etc. Donc, c'est vrai Oui, que là, dans ce cas-là, l'IA peut aider là-dessus. Bon, il faut le faire, hein, mais oui, encore une fois, mais c'est de la méthodologie. Bob ou l'IA ne le fera pas à votre place si vous ne le demandez pas, en effet. oui, mais ici, on a pu voir, enfin, j'ai pu voir en jouant justement avec Bob, Ouais, qu'il se défend pas mal hein, sur documenter tout ce qu'il fait. ouais, Il crée des documents dans des répertoires. Enfin, il le fait déjà tout seul. Ensuite, tu ouais. peux pousser un petit peu la chose, mais il y a une Et bonne puis, et puis fondation. sur, et puis sur l'analyse d'impact, donc si vous avez un scénario métier avec des valeurs en entrée ou un scénario, voilà, il est capable finalement de vous faire une documentation complète de toute la chaîne jusqu'à l'enregistrement écrit dans le disque, sur le disque. Euh, D'accord? et donc voilà, avoir cette analyse d'impact, mais plus dynamique parce que c'est voilà, sur ce scénario-là, quels sont tous les composants de l'application qui sont traversés, et puis éventuellement un peu la couverture du code, mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut être produit à la demande, mais on va pas le faire nécessairement. Est-ce que quelqu'un va le faire pour tous les cas de figure possibles? La réponse est certainement non. Oui, Voilà, bien sûr. on va certainement documenter les fonctions principales, les scénarios principaux, mais Oui, est-ce qu'on va être exhaustif et documenter ça de manière exhaustive? Ça, c'est encore une fois, ça, c'est une méthodologie à avoir qui n'est pas écrite encore. Ouais. d'accord. Oui, 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 mais bon, le framework permet certaines navigations, quoi. Ouais, exactement. Alors, c'est là où on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui, Mhm. sur comment gouverner ce que peut produire l'intelligence artificielle et pourquoi le gouverner. Le pourquoi, on a compris. Ouais. Le comment ou qu'est-ce qu'il faut gouverner, ça vient aussi du fait que l'IA est probabilistique, mais nous, on veut être déterministique. Moi qui suis programmeur ou chef d'entreprise, je veux un oui ou un non à un certain moment. Un peut-être ou certainement, ça ne va pas me suffire, quoi. C'est Mhm. oui ou non, point barre, quoi. Et comment dire, c'est ce qu'on a toujours eu dans l'informatique. C'est Ouais. Ouais. déterministique. Avec les mêmes données en entrée, j'ai telle donnée en sortie, et si je répète la chose, ça doit être exactement la même chose. Mhm. Sinon, j'ai du mal à dormir, quoi. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une solution qui va pouvoir permettre de faire converger ce mécanisme probabilistique dans un mécanisme déterministique, en faisant des validations solides et constantes. D'accord. Et l'idée, donc, on parle donc des LLM qui puissent être Bob, qui passent par un processus de validation. D'accord. Et là, bon, c'est un schéma qui explique un petit peu le pourquoi on fait tout ça. Et le but du jeu, c'est d'être certain comment dire, d'être certain au bout du cycle. Ouais. Maintenant, on va voir plus en détail comment ça fonctionne, et là, ça va être un petit peu plus technique. Technique. On voit qu'en haut, au milieu, il y a donc l'utilisation d'un LLM, Bob ou autre, mais aujourd'hui particulièrement Bob. Mais on va lui donner, Bob, évidemment, il faut lui dire ce qu'il veut. Il faut lui dire ce qu'on veut. Genre, je veux moderniser ce programme, voici le source, vas-y, quoi. Mais on peut aussi lui donner du contexte, plus d'explications, ou la manière dont on fait le prompting, la demande à Bob, Mhm. est aussi importante. Mieux tu l'expliques, ou plus, comment dire, plus exhaustif tu seras, plus la qualité sera bonne. Ouais. Ou on peut aussi lui donner, avec les outils qu'on a ici, du contexte où je peux faire un enregistrement d'un scénario. Ça Ouais. peut être des écrans verts, des écrans web, des accès SQL, et j'enregistre quelque chose de dynamique qui est le flow de ce que je veux transformer. Je peux donner ça à Bob pour lui aider à avoir du contexte. Je dis, bon, voilà, c'est un vieux programme qui fonctionne comme ça, voici les Ouais. sources, et voici un script dynamique du flow. Ouais. Vas-y, modernise-moi tout ça, ou fais enfin, ce qu'on veut dans la demande. Il compile, il va changer, il va compiler, et ensuite il passe par le test. Et le test, c'est au travers d'un serveur MCP, D'accord. qui est donc Model Context Protocol, qui est donc un protocole qui permet à l'intelligence artificielle de devenir agentique. Et Mhm. agentique, ça veut dire que lui, d'une manière autonome, il peut appeler des outils ou des services tout seul, y avoir un retour, etc., etc. Ouais. Donc, ici, le serveur MCP
du produit AI Production Gate OK. pouvoir être appelé par Bob. Ce MCP, il va tester ce que vient de faire Bob dans un vrai contexte en simulant un vrai runtime de ce que ça veut dire. Ouais. Et il va revenir sur Bob, il va dire c'est bon, c'est pas bon. Et si c'est pas bon, il va revenir sur Bob avec des logs, des métadonnées, tout un contexte qui va pouvoir dire à Bob, tu t'es trompé et voilà pourquoi. D'accord. C'est super. Ouais. Et Ouais. Bob, là-dessus, il va apprendre et il va réessayer. Et l'idée, c'est, eh bien, il y a une loupe qui se produit et Bob va réessayer, va retenter et chaque fois qu'il y a des erreurs, on revient vers lui jusqu'à ce qu'il le fasse correctement. D'accord. D'accord. Donc, c'est un serveur MCP que tu proposes là. Donc, Oui, dans Bob, hein, juste pour ceux qui n'ont pas encore testé Bob, dans les préférences, on est capable, dans Bob et dans toute solution finalement d'IA agentique, hein, si j'élargis un peu le sujet, euh, euh, établir des connexions avec des serveurs MCP qui sont un peu les boîtes à outils. On va déléguer, on va dire, des compétences finalement que Bob n'a pas forcément à des agents qui sont spécifiques. Donc, en l'occurrence ici, hein, ce que je comprends. Et donc, dans le marketplace Bob, vous pouvez ajouter un serveur MCP. Et donc, ce que je comprends, c'est que grâce à ton AI Production Gate, on va pouvoir connecter ce MCP, finalement, cette gateway à Bob pour qu'il puisse derrière automatiser des choses qu'il n'était pas capable de faire avant. C'est ça? exactement. En D'accord. fait, voilà, lui, il va faire ce qu'il doit faire. Il va transformer du code, générer du code. Ouais, Il appelle le MCP, il appelle notre outil qui va ouais, tester son d'accord. code. Ouais. Il va pas lire le code, il va tester un runtime du code Ouais, je réel comprends. Ouais, et je revenir comprends. vers lui avec le contexte. Et si D'accord. c'est bon, il passe au prochain programme. Si c'est pas bon, il réessaye jusqu'à ce que ce soit bon, quoi. D'accord. Et comment dire, le vrai avantage de ça, c'est que on sait que Bob, il est fluide, il va comprendre, il va y arriver tôt ou tard. Ouais. Là, l'important, c'est le framework de validation. Et Ouais. c'est exactement de ça qu'on parle. Il y a le framework, il y a le fait que tu sois déterministique, et puis il y a aussi le fait, tu vas économiser aussi en temps et en token, parce que si tu laisses faire Bob, qui est généraliste finalement, même s'il connaît l'IBMI, Oui, même si on développe des outils autour, on va un peu réinventer la roue, alors que là, on délègue cette tâche finalement à quelque chose qui est 100% fiable, oui, et donc qui va permettre aussi d'économiser derrière en consommation énergétique, en token, parce que on délègue cette tâche-là à quelque chose qui est beaucoup plus, déjà, à mon avis, beaucoup moins énergivore et beaucoup plus spécialisé. Ouais, c'est un peu comme ça. exactement. Ok. Exactement. Par-dessus tout, qui est déterministe. Ouais, C'est oui, le bien sûr, ça c'est l'idée. Ouais, ouais, oui, bien sûr. genre, si je te dis que c'est bon, c'est parce que c'est bon à 100%. Ouais, Parce qu'ici, on peut tester les inputs, outputs, le buffer, la mémoire, la séquence, tout est testable. ouais, Et ça, d'accord. c'est, en fin de compte, un des atouts de l'IBMI par rapport aux autres plateformes. Ouais, Et pour revenir sur comment on arrive à tout tester, c'est parce que derrière, il y a un produit qui s'appelle Replic Test, qui est facile à utiliser, qui est entièrement automatisé, qui ouais, enregistre, qui permet de rejouer, de déployer. Et ça génère des tests, des tests et des scripts automatiquement. Enfin, ça peut enregistrer ce que tu fais d'un moment à un autre. Et de là, il y a un script qui est généré tout seul. Et le script est rejouable automatiquement dès le premier moment. ouais, Le script va initialiser les données, refaire la même séquence, comparer les données. C'est ce qu'il fait par défaut. Après, il peut faire d'autres choses, mais il fait ça par défaut tout seul. Ensuite, il y a plein d'informations, de métadonnées qui sont utiles. Il y a des options pour shrinker les données, parce que si moi, dans mon initialisation, j'ai beaucoup de fichiers et certains fichiers sont énormes, bah, mon scénario de test, il va peut-être utiliser 300 enregistrements et pas 3 milliards. ouais, On arrive à reconnaître quels sont les 300 enregistrements et réduire la base de données à un subset qui va être utilisé, ce qui va permettre, dans une loupe, d'appeler plusieurs fois le test ouais. et de l'initialiser rapidement. Parce que si je mets une demi-heure à initialiser les données à chaque fois, c'est pas possible, quoi. Et là, on y arrive, quoi. Donc Pascal, juste, moi j'avais vu ta démonstration de Replit Test il y a quelques mois. Donc là, Oui, ça permettrait en fait, ça permet à Bob d'utiliser Replit Test tout à fait. automatiquement. Bah voilà, Voilà. exactement. Exactement. Donc ça, voilà, il comprend exactement les différentes fonctions du produit. Il sait ce qu'il doit donner en entrée et il sait ce qu'il va récupérer en sortie pour ensuite éventuellement itérer. Ok, d'accord. Ouais, Voilà. ouais.
Et ici, regarde, c'est une image qui montre la simplicité de l'outil. Ouais. On l'a poussé à mort, donc c'est automatisable. Enfin, tout est automatisé. Ensuite, Mhm. on a poussé à mort la simplicité de l'expérience utilisateur pour permettre à n'importe qui de pouvoir enregistrer un Ouais. scénario de test, pas seulement en programmeur, mais à un simple utilisateur qui connaît l'application mieux que quiconque. Ouais. Et on peut lui dire, tu fais ce que tu fais tous les jours, mais quand tu fais une transaction, une fonction, un scénario particulier, appuie Start d'abord, fais-le, et appuie Stop, et après tu mets une phrase pour dire ce que tu viens de faire, c'est tout, quoi. Et Ouais. là, il y a un script qui est déjà disponible dans l'IFS pour le programmeur qui peut le déployer par la suite. D'accord. Et ton outil, du coup, quand Bob a accès au MCP, techniquement, il va découvrir les scénarios qui sont déjà enregistrés et il va jouer Exactement. le. Ah, d'accord. Super. Ouais. Genre Bob, on lui change le programme ABC, Ouais. et il appelle l'MCP, il va dire à l'MCP, joue-moi tous les scénarios qui utilisent ABC, et D'accord. reviens vers moi. Et tout ça, c'est automatisé. D'accord. Et là, j'ai passé à une démo de réplique test particulièrement. Et ici, regarde, c'est l'exemple d'une application web. Ouais. Donc, nous, on a une page en plus web, genre Google, pour dire voici mon scénario. Il y a un bouton Ouais. Start. Ouais. Lui, il prépare le backstage. Et maintenant, il est à l'écoute. Je vais à présent sur un autre tab de mon même browser. Et ça, c'est ma vraie application. Ici, c'est un exemple avec une application qui fait des updates, qui met à jour des tableaux, etc. Ouais. Mais le point est que ici, mon application web va passer par des potes put, get, HTTP qui Ouais. sont tous monitorés derrière automatiquement. Ouais. Et c'est intercepté. Et donc là, voilà, on continue à naviguer dans l'application web. Ça peut être n'importe quoi, les clics de bouton. Et quand j'ai fini, j'appuie sur stop. Et là, immédiatement, il y a un test qui est généré. Le Ouais. script est déjà fait. Il est disponible dans l'IFS. Et là, ça sera le test 995. Et ici, voilà, l'outil inclut un dashboard. Je fais un refresh et je vois que le test 995 est disponible. Et je peux aussi le rejouer du dashboard avec un bouton. Ici, il le rejoue automatiquement. Donc, via API, il appelle le test et il l'a rejoué. Évidemment, le test est passé vu que je n'ai pas changé mes programmes entre-temps. Ouais. Mais dans ce replay, il a réinitialisé les données, il a rejoué la même séquence et il a comparé les données à la fin, Ouais. automatiquement, quoi. Mhm. Maintenant, la même chose, voilà ici le script qui est dans l'IFS. On prédilige VS Code comme IDE, mais bon, même avec Notepad, on peut voir le script. Ouais. Puis bon, voilà, ça c'est une idée du script. Le script, il y a des commentaires au début pour expliquer ce qu'il fait, et il y a un commentaire qui relate une commande pour Mhm. relancer le script à partir d'une ligne de commande. Donc ici, je fais la même chose qu'avec le bouton cliquer, mais je l'appelle Ouais. d'une ligne de commande. Tout ça pour montrer que ça utilise les standards, donc c'est Ah, super. intégrable dans n'importe quel DevOps pipeline que tu peux avoir, quoi. Ouais. Donc Bob peut l'utiliser à des fins de validation, on va dire en mode interactif, mais après tu peux aussi, en plus, bien sûr, programmer, on va dire, dans un un pipeline, Exactement. des tests de manière plus voilà, en batch, on va dire, si Et j'ose ben dire. voilà. Et ben Mais tu as ok, t'as vraiment deux. Bob qui permet de fiabiliser en amont grâce à ça. Mais après aussi, bien sûr, sur l'environnement cible, de faire du scheduling et dans un pipeline pour. OK, d'accord. ouais. Et Et, imagine si jamais je modernise une application écran vert, tu vas enregistrer un écran vert. justement, Ah, on y arrive, et tu as utilisé deux mots-clés, écran vert et batch. ouais, Et là, on va y arriver. Ici, il y a la même fonctionnalité pour des écrans verts, et on a une commande qui s'appelle record 5250. d'accord. On peut spécifier quelques paramètres, mais par défaut, ça fonctionne aussi. Et ici, on enregistre le front-end et le back-end. Et D'accord. ici, quand tu l'appelles, il va te reprompter un écran. OK. Il va mettre les lettres en rose simplement pour te signaler qu'il est en train d'enregistrer ce que tu fais. Ouais. Et là, tu appelles ton menu, ta fonction, ton programme, etc. Que tu peux demander donc à un simple utilisateur. Mhm. Ici, c'est un exemple d'un programme qui fait aussi des mises à jour de fichiers, etc. Mhm. Et voilà, on le laisse tourner. C'est ton scénario qui peut être n'importe quoi, hein, donc, et quand tu as fini, tu side off. Et là, il fait aussi un script. Tu donnes un nom à ton scénario. Et lui, il est en train de sauver un script. Et ça va être le test 996. Et voilà, il va le sauver dans un instant. Très bien.
Et pour relancer le script, j'ai une commande qui s'appelle execute 5250, exe 5250. Je mets le nom du script. Il y a deux modalités pour appeler ce script d'écran vert. Un qui est interactif, et il va faire voir écran par écran ce qui se passe, et il va le jouer tout seul. Toi, tu appuies que Entrée entre chaque écran, et lui, il va simuler le F3, F2, F4 qu'il y a réellement derrière, mais il te fait voir écran par écran. Donc là, c'est utile si tu veux comprendre ce qui se passe, si tu as besoin de débugger, s'il y a un problème dans le test, évidemment. Donc, c'est la première manière de rejouer le test. Ouais. Et là, il fait tout seul. Et là, c'est successful, vu qu'on n'a pas changé les programmes, évidemment. Ouais. Il y a un autre moyen de rouler le même test. Il y a un paramètre en plus derrière qui s'appelle tu veux le tourner en batch, oui, non. Et c'est ça qui intéresse Bob. Parce que Bob, il faut que tout soit batch. On ne voit pas qu'il y a un doigt qui clique quelque part, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ici, on a aussi bien pour des applications web que pour écran vert, ça peut tourner en batch. Et là, le test écran vert, on le voit aussi sur le dashboard, et on peut aussi le relancer du dashboard avec un bouton, quoi. Ouais, ah ouais. Donc, c'est interchangeable et c'est très pratique, justement, pour être intégré sur n'importe quelle chaîne, pipeline, etc. Ouais, c'est impressionnant. Et voilà. Ici, on voit des suites de tests. Ça peut intéresser aussi des pipelines de DevOps, genre, je veux promouvoir tel objet. Je crée une suite à la volée. Dedans, j'ajoute tous les tests qui utilisent tel ou tel objet et je les relance tous. Et là, il y a plein de tableaux qui montrent plein de métadonnées qu'on a. On a plus de 40 tables avec plein d'informations, le call stack, les objets utilisés, des informations croisées. Il y a à boire et à manger là-dedans. Mais c'est du contexte qui peut être utile justement pour Bob ou pour des programmeurs. Ici, voilà, c'est la fonction RPG Unit que vous, IBM, vous avez eu la très bonne idée de l'intégrer dans VS Code. Ouais. Bah, nous, on l'intègre aussi dans notre framework à nous. Donc, tout ce qui est fait au travers de RPG Unit ou VS Code peut être centralisé aussi avec Replic Test ou AI Production Gate, ce qui est utile pour relancer ici un exemple où on relance tous les unit tests en un coup avec un bouton, par exemple. Ouais. Et là aussi, on peut faire des suites, etc. Donc, c'est intégré, quoi. Voilà. Ici, un exemple de code coverage, de comparaison de code coverage. Alors, le code coverage, il y a une API puissante d'IBM. C'était dommage que pour visualiser le résultat du code coverage, il fallait RDI. Et donc, on a réécrit entièrement l'interpréteur de cette API pour générer un document transparent dans l'IFS que tout le monde peut voir avec VS Code ou autre. Là, c'est un exemple de log de script qui a plein d'informations, tous les paramètres, toutes les données d'input ou les labels d'input ou d'output. Ouais. Pour les écrans verts, mais on a la même chose pour le web. Tout ça, parce qu'on sait que ça va être utile à Bob. S'il y a un pépin, il va avoir un script dynamique du flow de ce qu'il vient de générer. Ouais. Et on pourra revenir vers lui pour plus de contexte. Ici, je vais être rapide. C'est une vue rapide sur tout ce que peut faire donc l'outil. Donc, il y a plein de choses. Ça peut travailler sur plusieurs jobs en même temps. Ça, c'est intéressant. Je vais un petit peu accélérer parce qu'il y a une autre vidéo avec Bob que je dois vous montrer. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, l'outil, ça peut faire pas mal de choses. On va passer là-dessus. Donc, maintenant, sur Bob, je reviens sur ce fameux schéma. Et ici, regarde, il y a un exemple que tu vas comprendre à la volée. J'ai demandé à Bob, j'ai pris un programme Sign-On. Pourquoi Sign-On? Parce qu'on sait que Sign-On, c'est imbuvable sur le code généré. Okay. Je vais dire, bon, on va prendre le mieux du pire, ou le pire du mieux, ça va aussi. Ouais. Et je vais demander à Bob, modernise-moi ce code RPG, et moi, je vais tester. Et c'était un programme qui avec un sous-fichier, page up, page down, voilà. Et pour information, Bob sait comprendre aussi le sign-on aussi. Enfin, il comprend aussi. Très bien. Donc, s'il a en plus des connaissances sur encore mieux. C'est pas parfait, bien sûr, mais il arrive quand même à faire des choses. Ouais. Et là, regarde, j'avais mon code modernisé, je dis, bon, pas très bien. Maintenant, il a modernisé le code, et maintenant, je fais quoi? Il faut que je le teste. Que dois-je faire? Et on va voir la vidéo. Donc, j'ai demandé à Bob, bon, Bob, modernise-moi ça, tu me l'envoies sur l'IBMI, tu me le compiles, s'il y a des erreurs de compile, tu recommences, et si ça passe, tu vas appeler mon serveur MCP AI Production Gate
Ouais. pour tester la version de ton programme que tu viens de changer. Mhm. Et donc ici, compilation, la compilation elle est passée, on est content, c'est bien. Et tout ça maintenant, c'est automatisé, hein, c'est ça le truc, le but du jeu. Ah oui, donc Euh, on voit qu'il run test via MCP. Ah oui, voilà. il a planifié le. Et là, regarde, le format du MCP, c'est du JSON. Bon, voilà, donc il écrit en JSON les instructions. Et Mhm. moi, j'ai simplement indiqué appel le MCP qui se trouve ici pour tester ton truc. Et il a tout fait tout seul après. Et là, on voit que, tiens, ça s'est planté. Le MCP lui répond, ton test, il y a un truc qui déconne, quoi. La compile est passée, mais Mhm. il manque des bouts, quoi. Il y a ça, voilà. Et alors, là, Bob, euh, dans le retour du MCP, on lui a donné du contexte. Il peut en chercher d'autres. Ouais. Mais là, on va dire, bon, voilà le contexte, ça ne fonctionne pas, et on t'envoie le script dynamique, le log du script dynamique Ouais. Ouais. de ce que tu viens de faire. Et Ouais, voilà le log, je ouais. vous l'indique Je vous ici. l'ai montré Le tout à log qu'on lui a l'heure. envoyé, c'est ça. Mhm. Là, il voit qu'il y a des écrans, c'est du sign-on, quoi, d'accord. À un moment, il y a un sous-fichier, et à un moment, nous, on fait une page avant. Et Ouais. lui, tiens, il y a une différence. Je devais, dans cette ligne, à telle position, telle colonne, avoir telle information, mais je vois telle autre information. Donc, il y a une Ouais. différence. Ouais. Et là, même un humain peut comprendre ça dans le log. Oui, Ici, mais bon, il faut aller le clairement, lire, quand même. ouais, Oui, bien voilà, sûr. quoi. Oui, oui. Donc, encore mieux, Bob, quoi. Ouais. Et, et là, ça devient intéressant. Alors, ici, bon, on voit que le log, il est, comment dire, facilement compréhensible. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bob, il va tout seul, il va remonter sur le script du log et il va se rendre compte, tiens, quelqu'un a pressé la page avant. Donc, peut-être que j'ai un problème sur la gestion de la page avant dans mon programme RPG. Et là, ça devient intéressant. Donc, chapeau pour le log, parce qu'il est exhaustif, mais chapeau pour Bob, qui a pu, à partir du log, comprendre comment dire, ce qu'il a pu louper, quoi. Ouais. Et là, tout seul, Bob, il va corriger, il va comprendre la cause. La cause, c'est qu'il y a la page avant qui déconne. Il va revenir sur son programme et le compléter, le corriger. Il va s'auto-corriger. Et il fait ça tout seul, quoi. Ah ouais. Et là, on va voir, il a identifié le problème, il implémente la correction. Ici, on le voit sur le source. Ce qui est en vert, c'est ce qui a été rajouté. Et maintenant, il recommence. Il réappelle la compile. Et après, il va réappeler le serveur MCP pour le tester. Ouais. Il y a une itère, quoi. On fait une itération, comme tout à l'heure, tu nous as montré. Voilà, tout à fait. Itération, Ouais. là, et hop, on repart sur. Et oui, c'est vrai que c'est très puissant. Non, et le but du jeu, c'est ça, quoi. C'est l'automatisation qui est clé. Ah ouais, ah ouais. Parce qu'une fois que j'ai ça, la richesse du test, comment dire, crée la norme de validation. Mhm. Et plus mon test est complet, plus je suis certain que ce que me fait Bob, c'est je peux lui faire confiance, quoi. Voilà, quoi. Mhm, je comprends. Et là, voilà, la seconde fois où il a appelé le MCP, c'est passé. Le test est bon. Donc le test dynamique de la simulation du runtime est positif. Ok. Et donc, voilà, maintenant Bob, qui est très bien, il raconte tout ce qu'il vient de faire. Donc, j'ai appelé 2 fois le serveur MCP. Première itération, ça s'est planté. Deuxième, Ah successful. ouais. Mhm. Voilà, donc conformité, contrôle de validation approuvé. Et c'est de là qu'on parle de la gouvernance. Et donc, voilà. Et de là, nous, on a pu transformer Bob en Bobby-Wan Ah Kenobi. oui, le fameux. Ouais. Exact. Et donc, alors attends, tac. Voilà, le voilà, on voit en plus en net. Bah, il est Mais beau. l'idée, c'est ça. Mhm. Genre, Bob teste ce qu'il fait, et quand il se plante, on lui raconte pourquoi, jusqu'à ce que lui, il s'auto-corrige, jusqu'à ce que Ouais. ce soit bon. Et Ouais. ça fonctionne, quoi. Et voilà, c'est l'automatisation qui est, comment dire, le point clé ici, le Ouais. framework de validation. Mhm. Ah non, c'est super. Ah ouais. Et donc ça, c'est disponible, là, le MCP, il est disponible maintenant? Parce que je Oui, sais qu'il y a. il est déjà disponible depuis 2 mois. Ok. On peut installer, faire un POC, etc., etc. Mais c'est déjà disponible et ça fonctionne avec n'importe quel Et ce LLM, serveur, hein. ce serveur MCP, d'un point de vue déploiement, il est sur l'IBMI? Oui, tout est natif IBMI. Je me souviens qu'on avait discuté de ça il y a quelques. Exactement, voilà. Ouais, ouais, on n'a pas voulu le faire justement en Python parce qu'il n'y a pas tout le monde là. Tout est Ouais, natif, technologie IBMI d'accord. d'emblée, quoi. Ok.
Et ici, regarde, on a un résumé un petit peu de ce qu'on vient de voir. Donc, le point fort, c'est la boucle de rétroactivité. Genre, Bob fait quelque chose, il y a la compile, il valide, la validation passe ou passe pas. Si ça passe pas, il y a un feedback, il s'auto-corrige et il recommence. Ouais. Et ça, c'est puissant, quoi. Ouais. Et ça Ouais. permet d'améliorer le contenu jusqu'à ce que ce soit conforme à notre niveau de test. Et là, on peut tout tester, donc on peut être tranquille. Ça résout aussi le problème de la gouvernance, ça donne des signaux de confiance. Ça permet aussi de faire une audit, parce que moi, quand j'appelle le MCP, je suis en train d'auditer ce que vient de faire Bob, donc j'ai tout à disposition, même d'un point de vue de réglementation. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, la validation déterministique rétablit le contrôle métier. Parce qu'ici, on ne contrôle pas que le code, on contrôle le comportement du code, c'est-à-dire le métier, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. D'un point de vue utilisateur, vraiment, pas un test technique. Ouais. Ouais. Et on va dire un dernier mot sur le Redbook qu'on est en train d'écrire avec d'autres personnes super intéressantes sur la modernisation de l'IBMI. Exact. Je te laisse parler là-dessus. Ah oui, non, mais c'était un sacré projet, hein, puisque c'est la refonte complète du Redbook sur la modernisation de bout en bout de l'IBMI, qui était sorti il y a une dizaine d'années et qui n'est plus du tout à jour. On va dire. Donc là, c'est une refonte complète avec Pascal, avec toute une équipe mondiale qui va sortir je pense, dans les prochaines semaines et donc dont on parle de nouveaux paradigmes. Hein. Tu as parlé tout à l'heure du test driven sur l'IBMI, Oui. les nouvelles méthodologies, les nouveaux outils, les nouvelles technologies qui sont disponibles sur l'IBMI, l'IA, l'usage de l'IA, comment protéger la sécurité, etc. Donc vraiment, je pense que c'est une refonte complète du Redbook. On espère que ça plaira à tous les lecteurs. Oui, mais le dernier Redbook sur la modernisation date d'il y a 14 ans. C'est Donc, ça. J'ai ouais. dit 10 ans, mais peut-être que c'était une réédition déjà. Hein. J'avais vu 2015 ou 2014 peut-être, mais peut-être c'est 2010. Hein, je sais. Ouais. Il y en a plusieurs, mais je sais que celui-là, ça fait au moins 10 ans qu'il n'avait pas été dépoussiéré. Exact. Ouais. Mais effectivement, très intéressant, parce que là, on touche évidemment, on parle de IA dedans, de l'automatisation des tests, de la sécurité. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est bravo pour ta démonstration, hein, Pascal, c'était impressionnant. Ouais. Je te remercie et je pense qu'on va continuer là-dessus. On va se croiser plusieurs fois, parce que c'est aussi par ailleurs réellement intéressant. Et d'un point de vue conceptuel, pour moi, c'est comment dire, c'est exactement le point qu'il faut résoudre avec l'intelligence artificielle. Et c'est un problème de toutes les plateformes. Oui, bien sûr. Et j'ai même eu l'occasion d'échanger avec Tim là-dessus. L'air de rien, la plateforme IBMI, qui a ses pros et ses contre, ici, c'est un avantage parce que si on a un outil comme celui-ci, c'est parce qu'on peut tout tester. Mais quand je dis tout, c'est tout tester. C'est pas simplement les données d'entrée ou la base de données, etc., mais le buffer en entier, quoi. Et à mon avis, c'est pas possible sur les autres plateformes. Mais si tu mets ça en combinaison avec Bob, ça fait que ça devient une plateforme relativement unique où tu peux auto-moderniser ce que tu fais d'une manière relativement contrôlée, quoi. Je suis convaincu. Hein. Je suis convaincu. Alors, je ne sais pas si on arrive vers la fin, mais on peut déborder sans souci. S'il y a des personnes qui ont des questions qui peuvent écrire sur le chatbot ou sinon qui peuvent simplement directement parler, hein, je pense que les micros sont ouverts. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Hein. On a des commentaires. Ouais. Ok, des compliments, c'est toujours bien. Merci beaucoup. Très bien, on prend. En tout cas, moi, je reste disponible par mail, par LinkedIn, hein, si je sais pas, s'il y a des questions, en tout cas sur ma partie Bob, s'il y a des interrogations. Et puis, j'imagine que Pascal aussi également. Hein. Oui, sinon, on va se retrouver au plus tard à Lyon. Ouais, au plus tard à Lyon. Oui, voilà, au plus tard, quoi. En juin.
Avec plaisir. Bah oui, alors donc, ok, bon, bah, très bien, d'autres compliments. C'est très très bien. Bon, oui à Lyon, d'accord. Ben, Pierre-Louis, bien sûr. Personne n'a de questions particulières, ou peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour programmer, pour moderniser. Peut-être pas encore à un niveau industriel. C'est là le vrai pari. Personne ne veut partager son expérience? C'est vrai que ça répond aux questions des gens de faire confiance à l'IA, parce qu'aujourd'hui, Oui, hier, on était qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, et aujourd'hui, on a peur des hallucinations, on a peur de tout un tas de Ouais. choses. Et les deux problématiques qui reviennent quand on discute avec les clients, c'est la gouvernance et la confiance. Mhm. C'est les deux thèmes qui reviennent. Et là, ça permet de répondre en partie à ça. C'est intéressant. exact, Voilà, oui. c'est Mais tout ce que le, j'avais à dire. ouais, mais Vas-y, le vas-y. vrai truc derrière, c'est que t'as pas le choix, il faut être déterministique pour Ouais, c'est ça. pouvoir résoudre ce problème. Ouais, c'est Sinon, ça. tu peux pas dormir, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La confiance, elle est là. La confiance, il faut que toi, 1 plus 1, il fasse 2. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, j'avais Merci juste pour. un petit mot aussi là-dessus. Donc oui, clairement, pour le côté déterministique, ça c'est Oui, sur ce que va produire l'IA et ce qui va être exploitable sur l'IBMI. Toujours sur la notion d'enjeu de confiance, il y a aussi où est-ce que la donnée elle va être moulinée dans l'IA, on va dire, entre le modèle qui peut tourner en local ou oui, en SaaS et où, enfin, c'est un autre aspect de la gouvernance et de la Ouais, confidentialité des données, quoi. tout à fait. Tout c'est à vrai, fait. tu as Et raison. c'est complémentaire. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est aussi une question qui revient souvent. Mais toi, peut-être, Benoît, IBM fait très attention à ce genre de choses, à la sensibilité des données. Mais là, c'est un vrai problème, hein. Ouais. Est-ce que moi, je veux exposer mon savoir-faire avec mes programmes, avec Bob, si je peux le faire en local plutôt que balancer mes programmes dans le cloud? Exact. Ouais, donc c'est bon, c'est pour ça que dans la feuille de route, on a un Bob on-prem qui est dans la feuille de route d'ici la fin d'année. OK. Après, quels seront les prérequis? En effet, quand on voit ces modèles qui sont quand même gigantesques, voilà, il y aura forcément des concessions à faire. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, c'est d'où l'idée aussi de s'équiper d'outillages qui sont puissants comme ça, qui permettent de manière cartésienne de valider, parce que Oui, on aura peut-être des modèles qui seront peut-être moins consommateurs en énergie et moins puissants, et donc il va falloir peut-être itérer plus de fois pour tomber juste. Et c'est peut-être là où justement, en effet, non, parce que c'est vrai qu'on a des modèles qui sont quand même énormes maintenant. ouais. Et il y a des clients qui ne veulent pas C'est on va dire, exposé, quoi. même faire transiter leur code à l'extérieur. Oui. Donc, voilà, on a des réponses, hein. Donc Bob déjà sera disponible très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, en Europe, versus voilà, donc vraiment Oui, localisé les serveurs précisément. européens versus américains, ouais, d'accord. Voilà, Ouais. exactement. Et ensuite, il y aura dans la feuille de route, on a une version on-prem, mais c'est une grande problématique là, à l'heure actuelle, en effet. Ouais. Ouais, ben, enfin, c'est bien que c'est dans votre feuille de route parce Ouais, qu'effectivement, c'est important, quoi. exact. Ben, Gauthier, question très pertinente. Bah, merci pour vos Merci, Gauthier. éclaircissements en tout cas. Non, non, très bonne question. On n'est pas surpris que ça vienne de toi, c'est bien ça. Quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, vous m'entendez? Oui, 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 Oui. Oui, tout j'ai à fait. une question sur la stabilité du code généré dans le temps. À un moment donné, on génère par IA donc un code, on le teste avec un input A qui donne un output B, on est absolument sûr que ça marche bien, que ça correspond à ce qu'on avait avant. Oui. Puis dans 5 ans plus tard, on veut refaire la même chose, changer une virgule dans le code, mais on désire surtout que l'input A, à la nouvelle version de l'IA dans 5 ans, génère également un output B, qui n'y ait pas de changement. Est-ce que c'est vraiment garanti, ça? Mais attends, la question, c'est quoi si je change la structure de la base de données ou quelque chose dans un écran web ou pas, ou écran vert ou... Non, même à la limite, c'est un test purement formel, en supposant qu'on ne change rien du tout. Ouais. Est-ce que le moteur de l'IA dans 5 ans
un input A générera le même output B. Ah, Bah non, c'est l'aspect probabiliste qui va changer, en effet. En supposant qu'on lui donne dans les mêmes conditions de pression et de température, on peut espérer avoir quand même des résultats qui sont de mieux en mieux, de plus en plus, on va dire, propres en termes de code, propres en termes de qualité. Donc il peut y avoir une évolution dans le bien. On ne peut pas à l'heure actuelle être sûr que le résultat sera exactement le même. Hein. Si on fait la même demande à Bob maintenant et dans 5 ans, on peut espérer que le code sera encore plus propre dans 5 ans, mais ce ne sera pas nécessairement le même, en effet. Il y aura donc toujours un petit stress, quoi. Mais le stress, il est justement, normalement, il est complètement annulé grâce à derrière, vu qu'on cascade derrière, une approche beaucoup plus cartésienne avec un test automatique. Mais tu vois, mais voilà. c'est vrai qu'il y a une partie un peu artistique du LLM. Hein, Bah oui. Mais ce contexte-là, Il y a un c'est pas développeur. l'IA. Ce contexte-là, c'est pas l'IA. Ce contexte, c'est la partie déterministique. Dans 5 ans, le test va donner le même résultat. Exactement. Il n'y a, Oui, il y a- voilà, il y a pas de dérive, hein, Paul. Dans les 5 ans, c'est toujours du RPG qui va tourner, il va te renvoyer le même résultat. Tout à fait. Oui, sur Voilà, le test, tu fais bien de le dire parce que justement, cet outil de AI Production Gate qui appelle Applic Test, c'est déterministique. Ton input, si c'est le même dans 5 ans, il va avoir le même output. Et si ce n'est pas le cas, le test va te le dire, quoi. Parce qu'il Après, le corollaire aussi de ta question, peut-être Paul, c'était aussi sur la qualité du code qui est produit, parce que input A et B peuvent donner C, et ça sera vrai dans 5 ans. La seule chose, c'est moi, je veux vraiment jouer sur la qualité de comment de A et B on arrive à C. Est-ce que la qualité du code, est-ce qu'on produit un code spaghetti incompréhensible, un peu comme un 4GL, ou est-ce que, c'est pas forcément le cas du 4GL, mais c'est vrai que souvent c'était quand même assez cryptique. Ouais. Et la réponse et la promesse quand même, c'est d'avoir un code de qualité. Et ça, c'est un autre pendant. Hein, c'est pas du tout c'est pas dans le scope là. C'est scanner et avoir jauger la qualité du code qui est produit par le LLM, par le LIA. Ça, c'est encore un autre sujet. Parce qu'on peut arriver à A, B donne C, mais c'est vrai que si derrière on a, voilà, comment est-ce que le code est optimisé, etc. Bon, Bob, par exemple, a des modes, on va dire, pour optimiser le code. Et sur l'IBMI, on a un mode spécial aussi pour jauger ça. Après, ça reste quand même de l'IA qui va jauger l'IA. Donc, c'est là où on a besoin aussi potentiellement de développeurs un peu seniors qui vont pouvoir jauger aussi la qualité. Mais on peut aussi automatiser dans une chaîne à la fois le test et le scan, on va dire, du code pour l'aspect qualité. Hein. Il y a des solutions aussi sur IBMI pour faire ça. En dehors de l'aspect IA. Si je peux comparer les AGL du siècle passé et l'IA de maintenant, dans les années 90, donc sont apparus les AGL comme Sign-On qui permettaient de ne plus coder en RPG et de générer le code RPG. Ouais. Avec le recul, on sait maintenant que les AGL sont devenus peu à peu obsolètes du fait de la meilleure qualité au fil des années des langages tels que RPG, qui est devenu RPG Free SQL avec procédure. Exact. Comment peut-on, c'est une question un peu philosophique, hein, comment peut-on comparer l'IA aux AGL? En quoi est-ce identique et en quoi est-ce différent? C'est une bonne question. Enfin, moi, d'un point de vue philosophique, je suis complètement d'accord qu'on est revenu sur des super 4GL, des 5GL, qu'on appelle langage naturel. Et donc, les LLM, finalement, va aussi. Mais sauf que là, on était sur des moteurs de règles qui vont générer une logique métier de manière assez. On était sur des moteurs de règles, hein, finalement, qui étaient assez certainement des fois assez cryptiques. Avec des GoTo ou équivalents, ce genre de choses. Là, la promesse de cette génération, finalement, de cette nouvelle génération d'AGL, c'est d'avoir du code propre et comparable à ce qu'aurait fait un développeur aguerri avec un langage, on va dire, de dernière génération, si j'ose dire. Donc oui, pour moi, dans la philosophie, c'est la même chose, mais derrière, dans la qualité du code produit, c'est la promesse d'avoir quelque chose qui est maintenable et performant.
contrairement à ce qu'on avait avec le 4G, avec les AGL. Ouais. Moi, la différence que je verrais, c'est que entre les AGL classiques et l'intelligence artificielle est fluide, alors qu'avant, ça n'existe pas, quoi. Moi, je sais que Bob ou son copain, il va réussir à faire ce que je veux tôt ou tard, parce qu'il est fluide. Et ce qui est important, je peux accélérer le processus si je suis très précis au début, mais l'important, c'est le cycle de validation. Si j'ai un moyen de le valider, alors je suis bon, quoi. Ouais. Et c'est là la grosse différence. J'aurais plus de fluidité avec l'intelligence artificielle qu'avec les AGL d'antan, quoi. Ouais. Surtout qu'un AGL, enfin, on dépendait, il y avait beaucoup de déjà, bon, c'était propriétaire complètement, on dépendait d'un IDE en général. Voilà, on avait quand même, et puis c'était comme tu dis, il n'y avait pas du tout de flexibilité. Tu appuies sur le bouton, ça génère un langage, voilà. Et là, on a quand même une boucle un peu, comme tu dis, une itération. On a un travail interactif avec l'IA qui permet d'avoir quelque chose qui est vraiment ce qu'on attend, avec potentiellement une validation en temps réel avec des outils. C'était pas le cas, je pense, avec ce genre d'outillage ces AGL, je pense. Oui, voilà. Et, Puis les AGL n'ont pas su évoluer, c'est ça leur problème, ou le problème des L4G. Ils n'ont pas su évoluer, alors qu'on a l'impression qu'avec l'IA, que c'est dans la structure même, dans l'ADN même de l'IA, de pouvoir évoluer, Exact. de supporter des nouveaux langages, de supporter de nouvelles organisations, etc. Exact. Donc ça, c'est plein de promesses. Si les L4G avaient pu évoluer, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Complètement, Dominique. En fait, finalement, ces moteurs de règles énormes, là, c'est des règles qui sont très lourdes à maintenir pour l'éditeur. Si le langage évolue, le langage cible évolue, faire maintenir ce plat, voilà, qui est vraiment le plat de spaghetti, en fait, qui est le générateur de code, c'était, à mon avis, pour l'éditeur, impossible. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas évolué. La promesse là de l'IA, c'est qu'on lui donne de nouveaux exemples et il va s'adapter. Et donc, finalement, on va lui donner du contexte et il va s'adapter. Et donc, c'est ça qui est, voilà, c'est l'adaptabilité. C'est un peu ce que tu dis dans la fluidité, etc. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc là, on est quasiment assuré. Même si, par exemple, là, je parle de Bob, on n'a pas un code 100% bon de la première itération. Déjà, si on itère un petit peu, on aura quelque chose qui est bon. Et puis, avec l'évolution des LLM et que si on lui donne plus de contexte, plus d'exemples, on sait qu'on va avoir des choses qui vont converger vers quelque chose de très, très bien et qui va s'adapter. Ce n'est pas le cas des AGL, enfin des 4GL qui ouais. Ben non, ils peuvent pas, quoi. Ils sont préprogrammés d'une manière, justement. Ah ouais. C'est le défaut du terministique, quoi. L'avantage, c'est que je suis sûr de mon coup avec les mêmes entrées, j'ai les mêmes sorties. Et si je couvre tout suffisamment, je suis tranquille. Et si derrière, il y a quelqu'un de fluide qui arrivera tôt ou tard, au fur et à mesure, on arrive à avoir un cycle, à un niveau d'entreprise, quoi. Ouais. Bah, très bien. D'autres questions, d'autres interventions? Et merci à tous alors. Bah oui, bah écoutez, c'est très bien. Eh ben, merci, un grand merci à toi, Benoît, à Pierre-Louis, Gauthier, Dominique, Paul, impeccable. On adore réagir sur ce genre de sujet. Benoît, je sais que on va se croiser donc au plus tard à Lyon, mais prochainement aussi autour du Redbook. Ouais, exactement. Et on a plein d'événements à Montpellier autour de l'IA et de Bob, hein, donc n'hésitez pas à regarder sur LinkedIn si vous voyez passer des choses. On va organiser quelques événements. Ouais. Donc, très bien. Voilà. Encore merci à tout le monde et puis à très bientôt. Et puis nous voyons d'un bon œil les prochains jours, cette saison qui commence à se réchauffer. Ouais. Et on espère de vous retrouver très bientôt à différentes occasions. Voilà. Ok. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ouais.